De la Mutuelle Nationale Territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour, bienvenue en ce lundi dans notre émission avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau Via Télévision, les Indés radios, 130 radios qui sont nos partenaires et avec TV5 Monde. 3 parties dans cette émission. Dans un instant, c'est le JT des territoires. Je vais vous y retrouver. Puis l'invité politique de Territoire d'Info à 8h, c'est Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui nous rejoindra. Enfin, l'actualité parlementaire et politique en 3e partie de cette émission. Tout de suite, c'est le JT des territoires. Je vous y retrouve dans un tout petit instant. 7 jours, 14h, 21 minutes et 47 secondes. Francis Joyon a remporté cette nuit la fameuse route du Rhum. Le skipper d'Idexport a coiffé sur le poteau François Gabert, arrivé à Pointe-à-Pitre seulement 7 minutes après lui. Un final époustouflant pour une 11e édition de cette route du Rhum. Vous avez vu les images cette nuit. Passe à autre chose. Presque un mois après les inondations qui ont touché l'Aude, la solidarité ne cesse pas. Une soirée caritative au bénéfice des sinistrés audois a été organisée en hommage aux 14 victimes et 16 000 sinistrés donc, intitulée Solidaridé. Elle a permis de récolter, grâce à une vente aux enchères, plus de 5 000 €. Olivier Michel pour Via Occitanie. 5 € l'entrée ou plus selon votre bonté. De la musique et de la bienveillance, tel était le cocktail de la soirée Solidaridé, une soirée caritative organisée à Nîmes au profit des sinistrés audois. Je zappe les chaînes d'infos en continu, vous savez, et je vois un bébé dans son couffin, élitreillé, sous le regard de ses parents qui sont sur le toit de leur maison parce qu'il n'y a plus de maison. On s'est rappelé ce qu'on avait vécu et on a dit mais là il faut qu'on fasse quelque chose, c'est obligatoire, les Nîmois ne peuvent pas laisser passer ça. Parmi les acteurs de cette soirée fédératrice, 18 patrons de bar nîmois, des artistes, des sportifs du Nîmes Olympique, de l'USAM ou du Rugby Club nîmois. Des acteurs qui ont fait don de toiles, maillots et ballons pour une vente aux enchères. Nous sommes à 500 devant. Et sous le marteau expert de Maître Champion, les enchères se sont envolées. 1300. Je suis fier de Nîmes Olympique, ils sont en Ligue 1, ils vont rester en Ligue 1 et c'est pour mes enfants. Et c'est pour la bonne cause, pour les Audois aussi. Ça me permet d'avoir quelque chose qui me tient à cœur et surtout d'espérer que les 600 € aideront quelqu'un qui sera dans le besoin. Au total, la soirée a rapporté 9 400 €. Ils seront reversés aux sinistrés par le Rotary Club. Une école qui a été totalement dévastée à Conques, 11 classes dévastées. Je dirais une boulangerie importante dans un petit village qui lui aussi, le boulanger a été complètement dévasté. Un boulanger c'est important dans un village. Et la 3e priorité sera le centre de la Croix-Rouge qui a perdu quasiment tous ses locaux et un fourgon frigorifique qui sert aux maraudes et à récupérer les aliments auprès de la banque alimentaire. Partenaire de la soirée, la mairie de Nîmes a annoncé le vote au prochain conseil municipal d'une aide de 50 000 €. Nous vous parlions en fin de semaine de ce rapport alarmant sur la pauvreté publié par le Secours catholique. Pour lutter contre la pauvreté dans les campagnes, le Secours catholique a justement ouvert il y a peu à Villandreau, en Gironde, à côté de Libourne, une boutique solidaire ouverte à tous et qui permet de repérer les précaires qui en ont besoin. Franck Poirot pour TV7 en Gironde, la chaîne du groupe Sud-Ouest. C'est à Villandreau, au village de 1000 habitants du Sud-Gironde, que le Secours catholique vient d'installer sa dernière boutique solidaire. Elle est ouverte depuis plus d'1 mois. Sur le rayon des vêtements, de la vaisselle, des jouets pour enfants issus des dons de particuliers à l'association. Cette boutique est ouverte à tous. Françoise, 77 ans, une retraitée avec des petites ressources, vient ici depuis une quinzaine de jours pour compléter sa garde-robe. Je n'ai plus les moyens de m'offrir les vêtements que j'aimerais et bon, j'ai pas de grand goût énorme, mais je viens pour acheter utile pour moi parce que je ne peux pas faire
On ne peut pas faire différemment. Ce jeudi matin, Françoise a jeté son dévolu sur 6 tasses à café, coût 1,50 €. Les femmes retraitées, seules, avec des pensions inférieures à 600 € représentent une majorité des clientes de cette boutique un peu particulière. C'est Bernadette Noël qui est à l'origine de sa création. Cette bénévole experte comptable de formation a toujours eu la fibre caritative. Elle s'est rendue compte que dans le sud Gironde, rien ou pas grand-chose n'était prévu pour accompagner et repérer les personnes frappées par la précarité. Dans les campagnes, plus que dans les villes, la pauvreté se fait discrète, larvée. Elle ne dit pas son nom. Difficile dans ces conditions d'identifier puis d'apporter de l'aide. C'est l'objectif premier de ce lieu, reconnaître parmi les clientes et clients celles et ceux qui sont en détresse, ont besoin d'une aide pour faciliter leur prise en charge. Si c'est pas la première fois, ça sera la deuxième, la 10e. On s'en fiche, on n'est pas tenu par le temps. La personne va revenir et au bout d'un moment, elle va s'ouvrir un nom. Elle va nous dire, voilà, moi, j'y arrive plus, j'ai ça, j'ai mon fils qui est là et qui n'a pas de travail. Et à travers ça, on va les mettre en relation, c'est notre rôle premier, les mettre en relation avec les assistantes sociales concernées, puisqu'on est tout le temps en liaison avec elles nous font confiance et nous aussi. Bernadette Noël et les 14 bénévoles qui l'entourent se considèrent comme une sorte de sentinelle de la pauvreté dans ce coin du sud Gironde. Parmi la cinquantaine de personnes qui ont franchi le seuil de cette boutique depuis son ouverture début octobre, Bernadette en a identifié une petite dizaine qui ont besoin d'être prises en charge ou aidées financièrement. D'ailleurs, l'ensemble du produit des ventes de cette boutique solidaire sert uniquement à cela. Comment lutter contre l'incivilité? À Calais, depuis quelques mois, des gardiens d'immeubles et des agents d'entretien sont assermentés. Ils sont gardes particuliers et à ce titre peuvent dresser des procès-verbaux. Caroline Fichten pour WEO TV dans le Nord. 6h30, Stéphanie Pollard attaque sa journée en sortant les containers de ce groupement de logements sociaux à Calais. Gardienne d'immeuble depuis 22 ans, elle est maintenant depuis quelques mois assermentée. Ça signifie qu'en cas d'acte d'incivilité, elle peut dresser des procès-verbaux. Sa poubelle à la porte d'un locataire, ils ne descendent pas leur poubelle tout de suite. Mais sinon, après, on peut constater aussi les excréments de chiens, les chiens non tenus en laisse, ça peut être des voitures qui sont là à stationner. Bon, moi, certes, ça ne m'est pas encore arrivé, mais c'est toutes des incivilités qu'on pourrait voir en tant que gardien. D'autres gardiens et agents d'entretien du bailleur social Terre d'Opale Habitat comme Stéphanie sont assermentés. Depuis la mise en place de ce statut, 11 procès-verbaux ont été rédigés et les réclamations sur les nuisances et les dégradations ont diminué de 30%. L'assermentation, c'est un outil qui est important. C'est pas la réponse à tout, c'est un outil parmi tant d'autres. Sur les gros phénomènes, c'est pas ce qui va régler les gros phénomènes. Par contre, c'est ce qui peut régler tous les troubles, la tranquillité résidentielle au quotidien. La crainte du procès verbal apporte finalement plus de tranquillité et de propreté dans le quartier, mais protège aussi les gardiens eux-mêmes. Déjà pour les locataires, pour le bien-être, le bien vivre des locataires, ça sert pour eux, mais ça nous protège aussi, nous. Parce que aussi bien même pour des insultes, des agressions verbales, tout ça, on se sent déjà plus protégés. Ils savent, les gens font attention. Aucune agression physique ou verbale à l'encontre des gardiens n'a été constatée depuis la mise en place du dispositif d'assermentation. Et maintenant, comment diagnostiquer une maladie en soufflant? L'hôpital Foch de Suresnes s'est doté d'une nouvelle machine originale. Elle analyse l'air expiré par un patient et permet de détecter une infection ou encore de déterminer si une greffe a pris. Une technique plus confortable pour le patient, mais aussi moins coûteuse. David Poujol de Via Grand Paris, notre partenaire. C'est dans une petite salle de l'hôpital Foch de Suresnes que se cache une machine originale. Elle permet notamment de détecter des nouvelles infections ou si une greffe a bien réussi. Cette machine, utilisant des nez électroniques et un spectromètre de masse, analyse l'air expiré. Elle est unique en France. La grande nouveauté de cette technologie, c'est l'anticipation, mais pas que. Comment détecter précocement la réponse à un traitement, la bonne réponse à un traitement, mais aussi parfois les mauvaises réponses à un traitement. Et deuxièmement, prédire très précocement, avant que la radio, avant que les prises de sang ne peuvent le faire, l'arrivée de complications d'une maladie, afin de pouvoir traiter le plus tôt possible et donc d'avoir plus de succès de guérison. Son utilisation est très simple, très confortable pour un patient, contrairement à un scanner et bien moins coûteux. Il suffit juste de souffler dedans. Les patients vont souffler directement dans l'appareil, l'air exhalé va être aspiré à l'intérieur de la machine et cette machine va mesurer la masse des différentes molécules. Grâce à cette technologie, cette nouvelle méthode de détection des anomalies va pouvoir se démocratiser d'ici quelques années. Les capteurs auront été améliorés, sont optimisés grâce aux machines qu'on a montrées plus complexes. Ce sont les capteurs qui permettront d'être dans des boîtiers
mise à disposition des médecins, pas seulement dans les services de recherche comme ici, mais éventuellement en ville, dans les cabinets de médecins, afin de dépister des maladies, de dépister des réponses au traitement, de dépister des complications et de dire aux patients tout va bien, un peu comme on prend attention, ou peut-être qu'il y a quelque chose à faire, il faut peut-être aller voir à l'hôpital pour mieux comprendre ce qui se passe. Pour l'heure, en l'espace de 9 mois, seules 37 personnes ont pu tester cette nouvelle machine. Voilà, ce JT des territoires continue. Dans un instant, la revue des unes de la presse quotidienne régionale. Et à 8h, l'invité politique en direct sur ce plateau, c'est Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. A tout de suite pour la revue de presse. On commence avec l'Union et les commémorations du 11 novembre. Saveria, bonjour. Bonjour. Et une photo dont on a beaucoup parlé, Donald Trump, Angela Merkel et Emmanuel Macron accueillant Vladimir Poutine hier à Paris pour les cérémonies du 11 novembre. Emmanuel Macron qui a longuement défendu et la mémoire de la guerre et des morts. Il a ensuite ouvert le premier forum de Paris pour la paix en présence de la chancelière allemande, mais aussi du secrétaire général des Nations Unies. Le multilatéralisme est plus que jamais une nécessité, a clamé le chef de l'État. Et on reviendra sur ces sujets avec Yves Tréhard et Denis Jambard dans la deuxième partie de cette émission. La grève des enseignants à la une de Sud-Ouest, le grand quotidien de Nouvelle-Aquitaine. Première grève des professeurs contre Jean-Michel Blanquer aujourd'hui. Ce lundi, tous les syndicats enseignants appellent à une mobilisation en ligne de mire. Les suppressions de postes dans le second degré, mais aussi un ras-le-bol général lié aux conditions de travail. Ils dénoncent avant tout les 2650 suppressions de postes prévues pour l'année prochaine. Dans le secondaire, 72% des Français, c'est notoire, 72% des Français les soutiennent. La révolution des gilets jaunes à la une du Progrès de Lyon ce matin. La mobilisation n'est prévue que dans 5 jours, samedi prochain. Mais sur le terrain, on s'organise. En Haute-Loire, on se bat contre l'augmentation des taxes sur le gazole, mais également pour le pouvoir d'achat, notamment des retraités. Ils étaient 60 ce samedi sur le parking d'Aiguilles pour préparer les blocages du 17 novembre. Reportage à lire donc dans le Progrès. Et puis endeuillés, les Marseillais accusent. C'est le drame du logement à Marseille, à la une de la Marseillaise, Saveria. Il reconnaît ne pas en avoir fait assez. Près d'une semaine après l'effondrement de 2 immeubles, le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, estime que la ville doit faire des efforts sérieux. Mais il a de nouveau écarté la possibilité de démissionner. Les Marseillais, eux, accusent et ils veulent des réponses. Un hashtag a été lancé, Balance ton taudis. Après la marche de samedi, une autre manifestation aura lieu mercredi. Reportage, témoignages et analyses à lire aujourd'hui dans la Marseillaise. Voilà, et à la une de la Voix du Nord, les dépôts sauvages, non aux déchets. On y reviendra avec Jean-Louis Picot également dans le Club de la Presse. Voilà, non aux déchets abandonnés. Des villes s'organisent contre les dépôts sauvages, des villes du Nord et du Pas-de-Calais. Passe à l'offensive. Reportage à Rheims. C'est une ancienne cité minière où on milite contre ces incivilités dont tout le monde paye la facture. Un député vient même de faire enregistrer une proposition de loi qui vise à durcir les amendes pour dépôt sauvage de déchets. Il propose également de faciliter le recours à la vidéosurveillance pour identifier les contrevenants. Comment appelez-vous vos enfants, leurs prénoms? Ça se passe à Lorient, c'est Ouest France et la guerre des prénoms ce matin. Voilà, ça se passe à Lorient. Ils appellent leurs enfants Liam et Ambre. Problème, c'est une petite fille et un petit garçon. Le parquet s'y oppose pour confusion de genre. La procureure de Lorient a fait appel de 2 décisions de justice qui avaient autorisé des couples de parents à appeler leur fille Liam et leur garçon Ambre, estimant que ces prénoms pouvaient générer une confusion de genre chez les enfants. Liam et Ambre, ils sont nés dans le Morbihan, respectivement en novembre 2017 d'un couple hétérosexuel et en janvier 2018, cette fois-ci d'un couple homosexuel. Dans les 2 cas, l'officier d'état civil de Lorient a eu un doute. Il a fait un signalement. L'avis de la cour d'appel de Rennes n'est attendu que dans plusieurs mois. Voilà, Saveria, on vous retrouve en 3e partie de cette émission pour l'actualité parlementaire et politique et également pour une nouvelle revue de presse. Merci, à tout à l'heure. Dans un instant, maintenant, c'est le Club de la Presse. Jean-Louis Picot, Sébastien Fournier dans un tout petit instant. À tout de suite. Voilà, bonjour Jean-Louis Picot du Parisien, vous dirigez le supplément Écho, merci d'être avec nous ce matin comme souvent le lundi. Et bonjour Sébastien Fournier d'Objectif Métropole France, un trimestriel consacré aux métropoles entre autres.
Absolument. Avec vous, la fiscalité du carburant et les changements de comportement, c'est ce dont nous allons parler ce matin, à quelques jours de la mobilisation des Gilets jaunes le samedi 17 novembre. Nous allons parler des solutions, celles qui vont être notamment introduites dans la future loi sur les mobilités pour les grands centres urbains. Et alors, j'ai noté un exemple dans ce papier donc de votre journal Objectif Métropole France. À Lille, on réfléchit à une solution radicalement différente. C'est le péage inversé. Plutôt que de taxer les automobilistes, on souhaite les payer, leur donner de l'argent. Exactement. Là, vous nous faites envie. Exactement. Alors plutôt que de les taxer, comme vous venez de dire, l'idée c'est de les payer pour qu'ils puissent changer de comportement, c'est-à-dire éviter des trajets sur des axes très embouteillés. Alors l'idée n'est pas nouvelle, hein. Elle date de 2014, de l'exemple à Rotterdam, où ce type de péage dit inversé, ou péage positif, a été mis en place, avec des résultats probants, puisque 6% de la circulation automobile a baissé, avec une rémunération de l'ordre de 3 € donnée par déplacement évité. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la période de rémunération dure un temps. Au-delà de cette période-là, les habitudes perdurent. 50 à 80%, là pour l'exemple des Pays-Bas, 50 à 80% des automobilistes conservent leurs habitudes de déplacement, c'est-à-dire qu'ils diffèrent leurs déplacements ou plutôt utilisent des modes alternatifs à la voiture particulière. Alors revenons à l'actualité du week-end, ce projet de loi d'orientation des mobilités. Hein. Alors quand on le lit, il y a beaucoup de choses un peu technocratiques. Concrètement pour les usagers, ceux qui conduisent en ville, comment ça va se passer? Alors c'est surtout cette loi, la première chose, c'est l'amélioration des mobilités dites durables, c'est-à-dire le développement des transports publics, le développement des modes doux, on appelle ça mode doux, mode alternatif à la voiture particulière, c'est le vélo, c'est tout ce type de véhicule. Mais c'est aussi, et c'est vrai que c'est très technocratique, c'est aussi des moyens donnés aux collectivités locales pour qu'elles puissent en effet s'organiser mieux, afin de développer une offre de transport, une bonne offre de transport qui puisse répondre aux attentes des habitants. Est-ce que l'usager va circuler mieux? Parce que vous savez, je vois Jean-Luc Picot qui sourit, je crois qu'il a eu du mal à arriver ce matin, ça doit être ça. Est-ce que ça va améliorer les choses, quoi? On attend que ça. Oui, il faudrait. C'est pour ça. Évidemment, il faudrait. Mais maintenant, c'est compliqué. Vous savez, c'est difficile. Parce que le vélo en plein hiver, c'est formidable. Mais vous voyez, à Paris, c'est pas en plus toujours adapté. Évidemment, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la question de l'étalement urbain. Il y a des gens qui habitent en dehors des grands centres urbains. Ces personnes ont besoin de se déplacer. Comment peut-on faire pour les péages à l'entrée des grandes villes. Les péages, puisque c'est la problématique majeure. Exactement. Donc, il y a des solutions à mettre en place. C'est compliqué. C'est pas uniquement une question de transport. C'est une question d'urbanisme. C'est une question. Mais les péages, pour revenir sur les péages à l'entrée des grandes villes, c'est constitutionnel, ça? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'égalité là? Si, absolument. C'est vrai, puisque vous avez en effet, si vous taxez des automobilistes, plus que d'autres ou moins que d'autres, et qui plus est des personnes qui n'ont pas d'autre choix pour se déplacer que d'utiliser leur voiture particulière. C'est vrai que c'est assez discriminatoire. Faut lever la problématique, je veux dire, la question. Alors, Jean-Louis Picot, vous dirigez Parisien Éco, mais vous vous intéressez beaucoup à ces problèmes de mobilité. Oui, bien sûr, aux Parisiens, on est complètement dans la problématique. En Ile-de-France, on est bien servi avec ces problématiques. Bien sûr. C'est un débat infini qui a démarré depuis très longtemps, qui se poursuit. Alors, le péage, c'est effectivement en vigueur dans certaines grandes villes à l'étranger. Oui. On parlait des Pays-Bas. Je ne sais pas si les volumes de circulation peuvent être comparés à notre pays. Je ne sais pas non plus si la culture, parce que ce sont des gens qui ont une culture, on parlait du vélo, mais on sait que historiquement, c'est des gens qui se déplacent beaucoup comme ça. Oui. Alors bon, il ne faut pas non plus généraliser. Aussi. Bien sûr. Comment? Il y a beaucoup de tramways à La Haye, ce sont des donc il y a un historique qui est déjà un petit peu différent. Bon, maintenant, on parlait aussi en France, il y a des villes qui ont établi la gratuité des transports en commun. Oui, Dunkerque, je crois. J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois. Et pardonnez-moi, mais Dunkerque, c'est absolument ça. Pardonnez-moi, mais il y a des péages urbains mis en place dans d'autres villes, capitales européennes et villes européennes, Londres notamment, Milan, où les habitudes de déplacement sont particulièrement. Ça a mis longtemps à prendre. Ces expériences-là en Europe. C'est combien de temps avant de s'y habituer au fond? Alors Londres, je ne sais plus exactement quand est-ce que c'était mis en place. Milan, c'est 2006.
c'est 2006, et le trafic automobile a vraiment chuté. Hein. On est passé de, je dis ça, de 130 000 dans les centres-villes, dans l'hypercentre, à 88 000 voitures jour. Donc c'est plutôt positif. Ensuite, en termes d'activité, il y a des métiers qui réclament obligatoirement une voiture, une camionnette, quelque chose. Donc il faut peut-être aussi penser à une réglementation spécifique pour ces personnes-là. Ça existe déjà parfois, oui. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus, dans certains cas, faire le choix de se débarrasser de sa voiture ou de son véhicule. Alors des péages urbains bientôt à l'entrée des grandes villes, donc dans Objectif Métropole France, Sébastien Fournier, avec l'exemple de Lille où on va payer les automobilistes au fond pour qu'ils ne conduisent pas. Formidable. Oui, exactement. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Et les déchets, on en fait quoi? Il y a eu un sujet dans le JT des Territoires, là, il y a un instant, Jean-Louis Picot, c'est la une du Parisien Écho ce matin, alors que débute la semaine européenne des réductions des déchets. Semaine européenne. Tout le monde a les mêmes problèmes au fond? Oui, c'est un problème bien sûr assez général. Donc il y a cette semaine qui va être l'occasion de mettre en avant des initiatives qui existent au niveau des collectivités, des entreprises ou des particuliers, puisque c'est vraiment un problème qui concerne tout le monde et qui doit être traité à tous les maillons de la chaîne. Donc à la fois dans la réglementation, mais aussi dans les habitudes quotidiennes des gens. Ah oui, alors j'ai un exemple formidable d'ailleurs, c'est les smartphones. Ouais. Au lieu d'en acheter des nouveaux, il faut les réparer soi-même. On les répare. Moi, je suis pas très doué, mais on peut trouver des endroits. Non, mais à défaut, on peut les réparer, bien sûr. Parce que c'est un des gros pollueurs. Il faut expliquer d'abord aux spectateurs. C'est énorme. Ce sont des matières nouvelles. C'est un objet qui est apparu dans notre vie quotidienne. Ô combien, tout le monde en a. Donc on en change souvent. On nous incite à en changer. Il reste dans les tiroirs. Parce que vous, comme moi, vous avez certainement un ou deux smartphones au fond d'un tiroir, peut-être plus. Donc il faut savoir que, bon, bien sûr, on peut les réparer, mais si vous n'avez pas envie de les réparer, on peut en faire quelque chose d'autre. Ce sont des matières qui peuvent être recyclées, ou sinon qui peuvent être très polluantes si on s'en débarrasse n'importe comment. Donc c'est vrai que je parlais de réflexes au quotidien, c'est très important, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a un fonctionnement qui fait que, bon, on parlait des smartphones, mais dans notre dossier, on le dit, on a des dizaines d'appareils électroniques, électroménagers chez nous, parfois qui ne servent plus à rien. La plupart d'entre eux sont livrés après une commande sur Internet. Ça veut dire qu'ils sont emballés, suremballés, livrés souvent en camion. Voilà, donc déjà, première pollution, plastique. On sait que le plastique, c'est terrible, notamment au niveau des océans. Et tout ça pour, au bout de la chaîne, une fois qu'on les a utilisés, qui sont morts, entre guillemets, les laisser dans un coin et ne toujours pas les utiliser. Donc ça fait 2 pollutions pour un seul objet. Oui, je voulais ajouter une chose, parce que la question des déchets, du tri et du recyclage, c'est aussi la même question en soi. Est-ce que l'écologie doit être punitive ou doit-elle être positive? Est-ce qu'on doit effectivement contraindre les deux, non? Les deux, effectivement. Bon. Jean-Louis Picot, il y a un exemple qui m'a intéressé à Saintes, puisqu'on est dans le journal des Territoires. Donc c'est en Charente-Maritime, en Nouvelle-Aquitaine. Sa vegan bottle est recyclable à l'infini. Vegan bottle. Bah oui, on réutilise donc ces matières. On incorpore des résidus de canne à sucre. C'est ça. À des fibres de lin, et tout ça donc est lié à la nature. Donc on peut réutiliser, reconstruire, refabriquer des bouteilles. C'est ça. Le plastique, c'est terrible. Et aujourd'hui, 20%, seulement 20. Tout comme d'ailleurs, c'est amusant parce qu'on revient à la question des transports. J'allais dire tout à l'heure, avec les nouvelles technologies, les nouveaux moyens de communication, pour le coup, il y a des moyens de faire plus de covoiturage, d'organiser les choses différemment, de mettre les activités dans des endroits où il y en a peut-être pas suffisamment, et donc que les gens aient moins besoin de se déplacer. Là, c'est un peu pareil. Vous avez des nouvelles technologies, vous avez des startups formidables qui créent des choses qui permettent justement de se servir de matériaux qui sont beaucoup moins polluants. D'ailleurs, les grands groupes font appel à ces startups pour réfléchir et avoir une nouvelle offre en la matière. Alors, un des gros pollueurs, ce sont les appareils électroménagers, évidemment. Leur recyclage est donc un vrai business et attrape dans les Yvelines. Il y a plus de 3000 machines électriques et électroniques qui sont vendues chaque année après leur remise en état. C'est-à-dire c'est une boîte qui refait les choses et les revend. C'est Envie, qui est un réseau d'entreprises qui attrape dans les Yvelines. C'est pas loin d'ici. Et donc, pour 3 machines à laver récupérées, ils en refont une en état de marche. Pour le prix d'une. Qui est
garantie pendant 1 an. Voilà. Ça, c'est des initiatives formidables. Il y a voilà, plein d'exemples. De la même façon, maintenant, les garagistes ont obligation d'avoir des pièces, de réutiliser des pièces qui ont déjà été auparavant et d'éviter à chaque fois de créer de nouvelles pièces toutes neuves, etc. Ça sert à rien. Il y a plein de choses qui peuvent resservir. Donc, il y a quand même une prise de conscience, y compris au niveau des mentalités. On parlait de ça, mais chez les jeunes, il y a quand même des choses qui se passent. Passionnant. Et les déchets, on en fait quoi dans le Parisien Écho aujourd'hui, ce matin, c'est-à-dire l'encart Écho qu'il y a dans le Parisien aujourd'hui en France. Le cahier central. Le cahier central. Et puis, un petit mot, il reste 1 minute, sur Universalis, c'est l'anti-fake news, c'est cette encyclopédie qu'on a tous connue en faisant nos études. Le gros bouquin, bien lourd, mais dans lequel on aimait bien se plonger, qui était bien utile. Voilà, et alors, toujours. C'est son directeur général, Hervé Rouanet, qui vous explique que sa stratégie, c'est de devenir une référence de l'e-éducation. L'e-éducation pour Internet. Parce que là aussi, signe des temps, l'encyclopédie, ils ont dû se recycler pour le coup, c'est-à-dire le gros bouquin dont on parlait, c'est terminé, donc maintenant ils ont un portail Internet. Non, ils sont complètement devenus numériques, donc ils ont une offre portail web, ils ont aussi une offre destinée aux jeunes avec une partie junior, et donc ils travaillent beaucoup avec l'éducation nationale, puisque effectivement, comme il dit, on aura toujours de cette information de qualité, de référence objective, et donc ils ont des contrats avec les universités, les lycées, les collèges pour transmettre justement ce puits de savoir qu'est l'encyclopédie. Voilà, c'est de la data, ça, de la bonne data. Ouais, merci utile. Jean-Louis Picot, donc le Parisien, cahier central, Écho et les déchets, on en fait quoi? Et cette interview du directeur général d'Universalis qui s'est totalement converti à l'e-éducation. Et Sébastien Fournier dans Objectif Métropole France, c'est la fiscalité du carburant, les changements de comportement avec des exemples et un décryptage de la loi. Très intéressant. Merci. Messieurs, on passe à la météo. Le temps qui fait, certains l'ont déjà constaté aujourd'hui, il pleut beaucoup sur le territoire, mais il y a également, et c'est un privilège de cette émission, la météo des territoires français, d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique et des Caraïbes. Et là, ça augmente les moyennes soleil. A tout de suite avec le Zap Monde après ça. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans quelques minutes maintenant, c'est Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui sera notre invitée politique en direct sur ce plateau dans Territoire d'Info. Tout de suite, c'est ce que vous devez retenir de l'actualité du monde. Il s'est passé beaucoup à Paris ce week-end, avec ces images fortes dans un instant de la remontée des Champs-Élysées, des chefs d'État et de gouvernement, tous à l'exception de Donald Trump, de Vladimir Poutine et de Benjamin Netanyahou. A tout de suite, c'est le Zap Monde. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Image symbolique, côte à côte, Angela Merkel, la chancelière allemande et Emmanuel Macron, le président français. Et un cortège d'une 60aine de dignitaires internationaux. En marche, ensemble, pour les commémorations de l'armistice de 1918. Symboliquement, c'est la chancelière allemande qui ouvre les débats du premier forum sur la paix de Paris. Elle aussi dénonce le nationalisme qui ravagea l'Europe au XXe siècle et qui fait son retour aujourd'hui.
J'ai une inquiétude, c'est que nous nous retrouvions à nouveau en présence d'un nationalisme à œillères, qu'on recommence à agir comme si on pouvait purement et simplement ignorer nos relations et nos engagements réciproques. Nous voyons bien que la coopération internationale est remise en question. Il en va de même pour l'équilibre pacifique entre les intérêts des uns et des autres, et même pour le projet de paix européen. Il est désormais le candidat unique choisi par les 7 dirigeantes de l'opposition congolaise. À 62 ans, Martin Fayulu a été désigné ce dimanche à Genève après 3 jours de discussion, avec dès sa première déclaration de candidat un préalable fixé par l'opposition à l'élection présidentielle du 23 décembre en RDC. Le grand défi, c'est faire enlever la machine à voter du processus électoral. C'est ça le défi, et aussi extirper du fichier électoral les 10 millions d'effectifs qui s'y trouvent. Des scènes apocalyptiques dans l'incendie le plus destructeur de l'histoire de la Californie. Un drame qui a inspiré à Donald Trump ce tweet. Des milliards de dollars sont donnés chaque année, tant de vies sont perdues. Tout cela à cause d'une mauvaise gestion des forêts. Remédiez-y maintenant, sinon il n'y aura plus de versements fédéraux. Donald Trump avait déjà proposé cet été de couper les arbres pour réduire les incendies, critiquant la mauvaise gestion du gouverneur, qui a répondu à ces attaques sur la chaîne CNN. C'est Donald Trump qui fait des fake news. Le changement climatique est bien réel maintenant. Les feux de forêt commencent tôt dans l'année et durent jusqu'à Noël. Oui, on peut toujours améliorer la gestion des forêts, mais ce qu'il faut avant tout, c'est réduire les émissions de carbone.